Bonjour. Cette capsule servira à traiter des notions d'unité et de mesure qui vous seront utiles autant dans la partie théorique que dans la partie laboratoire de votre cours de chimie générale. Lorsque vous allez prendre des mesures au laboratoire, celles-ci devront toujours être accompagnées d'unités. Les unités qu'on va le plus souvent utiliser sont celles basées sur le système international qui comprend des unités de longueur, soit le mètre, des unités de masse, le kilogramme, des unités de temps, la seconde, des unités de température, les kelvins, et les unités de quantité de matière, qui sont les moles. De plus, ces unités vont souvent être accompagnées de préfixes multiplicateurs pour indiquer l'ordre de grandeur de la mesure qui vient d'être prise au laboratoire. Par exemple, on nous demande de convertir 533 kg en nanogrammes. Si vous voulez, vous pouvez faire pause sur la vidéo à ce moment-ci, faire l'exercice et ensuite visionner la démonstration pour vous corriger. On nous demande de convertir 533 kg en nanogrammes. Pour ce faire, on va utiliser un facteur de conversion qui nous permet de transformer notre valeur de kilogramme à gramme. Il est important d'utiliser un facteur de conversion qui est égal à 1 pour ne pas changer la valeur de notre mesure. Lorsqu'on regarde les unités, on voit que les kilogrammes s'annulent et que le résultat de notre calcul serait exprimé en grammes. Par contre, la question qui est posée, ce n'est pas d'exprimer 533 kg en grammes, mais plutôt en nanogrammes. On va donc utiliser un deuxième facteur de conversion qui est aussi égal à 1. Les grammes vont s'annuler et notre réponse finale, 5,33 fois 10 à la 14, va être accompagnée de son unité, les nanogrammes, puisque c'est la seule unité qui nous reste après notre calcul. Une autre notion importante dans le cadre du cours de chimie, c'est la notion de chiffre significatif. Cette notion va vous permettre d'exprimer la précision d'une mesure faite en laboratoire. Par exemple, si on veut mesurer la quantité de liquide contenue dans notre bécher, on est aisément capable de lire que notre bécher contient 75 ml de liquide. Par contre, cette mesure-là pourrait aussi être 75,0 ml ou encore 75,00. Avec la précision que nous donne le bécher, on peut affirmer que notre mesure est de 75 ml. Cette mesure-là comporte deux chiffres significatifs, un chiffre certain, donc qu'on peut exprimer avec une très grande certitude, et un chiffre incertain, c'est-à-dire un chiffre qu'on a estimé en faisant notre mesure. Lorsqu'on a une mesure comportant plusieurs chiffres, certains vont être significatifs et d'autres non. Les zéros contenus au début d'une mesure sont non significatifs. Ils servent à indiquer l'ordre de grandeur de notre mesure. Les chiffres de 1 à 9, ainsi que les zéros compris au milieu de notre mesure, sont significatifs. Finalement, les zéros compris à la fin de notre mesure sont aussi significatifs puisqu'ils vont illustrer la précision de notre mesure, donc la précision de l'appareil qui a été utilisé pour effectuer la mesure. En plus de la notion de chiffre significatif, on va rencontrer la notion de nombre exact. Ces nombres-là, ce sont des nombres qu'on va considérer comme ayant une infinité de chiffres significatifs. Par exemple, les nombres provenant d'un dénombrement. Si on vous demande de compter le nombre de cercles bleus qui viennent d'apparaître à l'écran, la réponse que vous allez obtenir est de 5. Pour ce qui est des chiffres significatifs, on va considérer qu'en réalité, notre valeur contient une infinité de zéros après la virgule, donc notre valeur est de 5,000000 et ainsi de suite. C'est la même chose pour les préfixes multiplicateurs. Donc, lorsque vous faites des conversions d'unités, comme 1 mètre est égal à 100 cm, étant donné que ce sont des valeurs qui ont été déterminées par convention, on va considérer que ces valeurs-là comportent une infinité de chiffres significatifs. Finalement, la même règle s'applique pour les nombres entiers et les constantes dans une équation.
Donc, si on veut calculer la circonférence d'un cercle, on va utiliser la formule 2πr. Le 2 est un nombre entier. On considère qu'il a une infinité de chiffres significatifs. Donc, cette information-là va surtout être utile lorsqu'on va faire des calculs en tenant compte des chiffres significatifs. Lorsque vous allez rencontrer des calculs, vous allez toujours devoir tenir compte des chiffres significatifs dans vos calculs, étant donné que la réponse que vous allez obtenir va refléter la précision de vos mesures. Les règles à appliquer sont différentes si on est en présence d'addition et soustraction ou en présence de multiplication et division. Commençons par les additions et les soustractions. La règle à appliquer stipule qu'on doit garder le même nombre de chiffres significatifs après la virgule que la donnée qui en contient le moins. Donc, si on désire effectuer le calcul qui est à l'écran, on se rend compte que la première valeur comporte 4 chiffres après la virgule, alors que la deuxième en comporte un seul. On veut donc obtenir une réponse avec un seul chiffre après la virgule. On va donc devoir arrondir notre résultat à 105,5 pour obtenir une réponse qui contient un seul chiffre après la virgule. Pour ce qui est des multiplications et des divisions, la règle qu'on doit appliquer stipule qu'on doit garder le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui en contient le moins. Donc ici, si on veut encore une fois effectuer le calcul qui est à l'écran, la première donnée contient 4 chiffres significatifs, alors que la deuxième en comporte seulement 2. On veut donc un résultat qui va comporter 2 chiffres significatifs et on doit donc arrondir notre réponse à 11 qui contient 2 chiffres significatifs. Dans la plupart des cas, vous allez rencontrer des calculs qui vont mélanger plusieurs règles en même temps. Donc, c'est-à-dire des calculs qui comportent à la fois des additions, soustractions et multiplications, divisions. La marche à suivre à ce moment-là, c'est d'appliquer les mêmes règles en respectant la priorité des opérations. Donc ici, la première étape serait d'effectuer le calcul entre parenthèses. C'est une addition. On doit donc garder le même nombre de chiffres après la virgule que la donnée qui en contient le moins. On va donc obtenir 46,6393 comme réponse à notre addition. On veut garder le même nombre de chiffres après la virgule, mais étant donné qu'on a d'autres calculs à effectuer, on va arrondir seulement à la fin. Par contre, il faut garder en mémoire combien de chiffres significatifs on garderait à cette étape-ci. On va donc mettre en évidence le dernier chiffre qu'on garderait dans notre calcul, ici le 6 qui est mis en vert. On est ensuite prêt à effectuer notre division. Donc ici, la règle, c'est garder le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui en contient le moins. Donc, on en garderait 3. La donnée du haut qui contiendrait 3 chiffres significatifs si on avait arrondi. Et on obtient une réponse de 33,505244. Et après avoir ajusté notre mesure pour avoir le bon nombre de chiffres significatifs, on obtient une réponse de 33,5. En plus des chiffres significatifs, lorsque vous allez faire des mesures au laboratoire, celles-ci vont toujours être accompagnées d'une incertitude. En effet, les instruments qu'on utilise au laboratoire vont être très performants, très efficaces, mais ils ne seront pas précis à 100%. Donc, si on prend exemple de la mesure qui est affichée à l'écran de 21,342 grammes, eh bien, celle-ci va être accompagnée d'une incertitude, donc représentée par les barres d'erreur en vert. En fonction du type d'instrument qu'on va utiliser, on est capable de prédire l'incertitude de cet instrument-là. Pour ce qui est d'un instrument à affichage numérique, la règle stipule que l'incertitude de l'instrument est égale à la plus petite valeur que l'appareil puisse afficher. Pour ce qui est des instruments gradués, comme un cylindre gradué ou une burette, la règle stipule que l'incertitude est égale à la moitié de la plus petite division. Finalement, pour ce qui est des instruments jaugés, comme un ballon jaugé ou une pipette, la règle stipule que l'incertitude va être fournie par le fabricant.
Lorsque vous allez prendre en note vos mesures dans votre cahier de laboratoire, il est important de respecter certaines règles d'écriture. Donc, la première étape dit qu'on doit écrire la mesure, suivi du symbole plus ou moins, de l'incertitude et des unités. L'incertitude doit toujours être exprimée avec un seul chiffre significatif. Les unités vont être placées à la fin complètement de notre mesure et de l'incertitude. Il est inutile de la répéter après la mesure et après l'incertitude. Finalement, notre mesure doit avoir le même nombre de chiffres après la virgule que l'incertitude. Donc ici, 0,001 g, donc la valeur de l'incertitude comporte 3 chiffres après la virgule, ce qui est la même chose que notre mesure de 21,342 g. La plupart des mesures que vous allez faire au laboratoire vont devoir être transformées via des calculs mathématiques. Il va donc être important aussi de manipuler les incertitudes pour que le résultat final de vos calculs comporte aussi une incertitude qui lui est propre. Les règles à appliquer vont être différentes si on est en présence d'addition et soustraction ou multiplication-division, un peu comme les chiffres significatifs. Pour ce qui est des additions et des soustractions, la règle à suivre stipule qu'on doit additionner les incertitudes absolues ensemble. Donc, si on veut faire un calcul x plus y est égal à z, eh bien, l'incertitude sur notre mesure z va être égale à l'incertitude de x plus l'incertitude de y. Par exemple, dans le calcul suivant, 2,003 plus ou moins 0,008 litres plus 16,47 plus ou moins 0,02 litres. Donc, on fait l'addition, on obtient une réponse de 18,473 litres et on additionne les incertitudes ensemble pour obtenir une incertitude sur notre valeur finale de 0,028 litres. On doit ensuite modifier notre valeur pour respecter les règles d'écriture, donc garder un seul chiffre significatif pour l'incertitude et le même nombre de chiffres après la virgule pour la mesure et l'incertitude. On écrit les unités à la fin, donc le litre est placé à la fin complètement de notre résultat. Pour ce qui est des multiplications et des divisions, la règle est un peu plus complexe. Elle stipule qu'on doit additionner les incertitudes relatives, c'est-à-dire que si on désire déterminer l'incertitude de notre mesure z, on doit additionner l'incertitude de x sur x plus l'incertitude de y sur y. Et le résultat qu'on va obtenir, c'est l'incertitude relative de z, donc incertitude de z sur z. On peut réarranger cette formule-là pour obtenir l'incertitude absolue en multipliant le résultat par la valeur z qu'on a obtenue. On va faire un exemple pour clarifier ces explications. On désire multiplier 2,003 plus ou moins 0,008 mètres par 16,47 plus ou moins 0,02 mètres. On effectue le calcul, donc on multiplie nos données ensemble pour obtenir 32,98941 mètres carrés. Par la suite, si on veut obtenir l'incertitude sur notre mesure finale, on doit additionner les incertitudes relatives. Donc 0,08 divisé par 2,003, donc l'incertitude relative de x, plus 0,02 divisé par 16,47, l'incertitude de y, et on multiplie la réponse par la mesure qu'on a obtenue, 32,98941 mètres carrés. Ça va nous donner l'incertitude sur notre mesure finale, qui est de 0,17182 mètres carrés. On réarrange notre mesure pour respecter les règles d'écriture et on obtient une réponse finale de 33,0 plus ou moins 0,2 mètres carrés. Au cours de vos manipulations, vous allez souvent être appelé à effectuer plusieurs mesures pour une même donnée. Donc, par exemple, si on désire mesurer la masse d'un échantillon et on obtient les trois valeurs suivantes, on est capable de déterminer si ces mesures sont reproductibles ou non.
La façon de procéder, c'est d'examiner nos mesures et de déterminer si, en tenant compte des incertitudes, il y a une zone de chevauchement entre toutes les mesures qu'on a obtenues. Dans le cas qui est illustré présentement, on peut conclure que nos données sont reproductibles puisque la zone en jaune pâle représente la zone de chevauchement. Par contre, si on avait obtenu les résultats suivants, on se rend compte qu'il n'y a aucune zone de chevauchement entre nos mesures. On est donc capable d'affirmer que nos données sont non reproductibles. Une fois qu'on a déterminé si nos mesures sont reproductibles, on peut aussi déterminer si elles sont exactes. On va prendre la moyenne de ces mesures-là en tenant compte des incertitudes et on va comparer cette moyenne-là à la valeur attendue. Cette valeur-là peut soit être fournie par le professeur ou se retrouver dans un ouvrage de référence. Donc, en tenant compte de notre incertitude sur notre valeur, on regarde si la valeur inclut la donnée de référence, comme c'est le cas présentement. Donc, si la valeur de référence est inclue dans notre donnée, on peut dire que nos données sont exactes. Par opposition, si la valeur de référence n'est pas inclue dans l'intervalle de nos données, on peut affirmer que nos données sont inexactes.